C'est pas le sentiment de vengeance qui doit nous animer, à mon avis. C'est le sentiment de justice, c'est le sentiment que Dam Yehudi et no Hefker, qu'on peut pas laisser le sang juif couler à flot sans réagir. Et ça n'a rien à voir avec la vengeance. C'est quoi la vengeance? La vengeance, c'est de dire, je veux lui faire mal parce qu'il m'a fait mal. Je veux pas lui faire mal parce qu'il m'a fait mal. Je veux lui faire mal parce que sinon il comprendra pas qu'on s'attaque pas à nous. Nous avons invité aujourd'hui le Rav Eli Kling. Il est avec nous sur le plateau parce que une guerre, ça se gagne aussi au moral, Eli Kling. Oui. Alors, si je conviens, on compte sur moi pour remonter le moral du peuple. Exactement. Tout à fait. Et c'est pour ça que vous êtes resté à Jérusalem, non? Si déjà vous posez la question, on était à Jérusalem pour Simchat Torah, c'était prévu de longue date, chez des copains qui habitent pas loin d'ici. Et donc, on avait l'intention de rester Simchat Torah et de revenir ensuite chez nous, évidemment, samedi soir ou dimanche matin. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé et on ne pouvait pas rentrer. Et jusqu'à présent, on ne peut pas rentrer. C'est-à-dire, jusqu'à Netivot Salam, il nous dit jusqu'à chez nous, les routes sont bloquées, c'est pour ça qu'on est là. Mais la vérité, finalement, c'est pas une mauvaise chose d'être ici à Jérusalem. D'abord, ça permet de voir en effet l'élan de solidarité extraordinaire de laquelle tu parlais il y a un instant. À tous les coins de rue, tu as des gens qui se mobilisent de manière instantanée. La rue où on est là, il y a juste à côté un Bet Rabad. Ils les emplit pas. Et ils ont transformé leur Bet Rabad en lieu où les gens apportent toutes sortes de choses, et pour les Chayalim, et pour les gens qui ont été obligés de quitter précipitamment le sud et qui sont arrivés ici. Donc il y a toutes sortes de choses qui se font. Vous en avez certainement déjà parlé. Oui, on en parle beaucoup. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut dire, Eli, c'est vrai qu'on est tous confrontés, vu le nombre de réservistes qui ont été appelés à des situations compliquées, où les familles ont parfois 3, 4, 5, 7, j'en ai compté même jusqu'à 14 membres de leur famille, entre les gendres, les fils, les maris, qui sont au front. On fait le décompte des morts. Il y a beaucoup de morts dans la communauté aussi francophone. Comment on doit réagir? Comment on doit parler à nos enfants? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être fort? Il faut dire la vérité. Il faut dire qu'on a reçu une gifle importante et qu'il y a certainement énormément de questions auxquelles, une fois que les choses seront terminées, il faudra donner la réponse. Mais il faut également remettre les choses, même avec la grande difficulté, la grande douleur que ça demande, mais remettre les choses quand même dans les proportions. J'ai entendu à plusieurs reprises des commentaires bien intentionnés, par ailleurs, c'est pas, je les juge pas, mais qui ont comparé ça à ce qui se passe ce qui s'est passé pendant la Shoah, ce qui s'est passé dans les pogroms de Kishinev. Et c'est vrai, quand tu regardes ce qui s'est passé réellement ce samedi-là, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence énorme avec les différents pogroms. Mais il y a quand même une différence essentielle qu'on oublie à cause de la douleur, à cause du fait qu'on a été tellement sidéré par ce qui est arrivé, on ne s'attendait pas. Et donc, ça fait qu'on oublie un petit peu les proportions. Et les proportions, c'est que finalement, ça n'a rien à voir avec Kishinev et ça n'a rien à voir avec la Shoah non plus. On n'est pas à Buchenwald en 1944, on n'est pas non plus en Russie, en Ukraine, en 1903, en 1880. Les différences, c'est d'abord que dans ce genre de situation qu'on a vécu il y a une centaine d'années ou 80 ou 70 ans, c'est l'État. C'est l'État qui tuait les Juifs. C'est l'État qui était contre les Juifs. C'est l'État qui a encouragé les pogromistes. Aujourd'hui, au contraire, l'État, c'est un État juif qui a été choqué en premier lieu et qui décide de riposter de la manière la plus dure possible. Je crois qu'il y a aujourd'hui un consensus énorme dans la population israélienne et au gouvernement pour répondre de la manière la plus dure, pour de ne pas refaire les mêmes trucs qu'on faisait à l'époque avec des pincettes, etc. Et ça, évidemment, ça n'a rien à voir. Le fait qu'on a un gouvernement, même s'il a des faiblesses, même s'il s'est laissé surprendre, on a quand même un gouvernement, on a quand même une armée. Aujourd'hui, j'ai rencontré à la synagogue tout à l'heure du quartier un type également qui était chez nous à Kfar Maimon, et je lui dis tiens, t'es arrivé toi aussi? Il me dit ouais, je suis arrivé hier, j'ai supporté toutes les sirènes et tout ça, ça va, ok, on est habitué. Mais alors là, j'en peux plus. Je dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais le bruit de l'artillerie israélienne et des avions sans arrêt, ça me tue. Je me suis dit je m'en vais. Non, ce que je veux dire, c'est que on a quand même la capacité, et on va s'en apercevoir de jour après jour, de se défendre, de riposter, de leur faire payer, etc. Ce qui évidemment
n'existait pas à l'époque. Donc, évidemment, je suis pas là pour dire que qu'il s'est rien passé et que ça va, c'est encore une attaque comme qu'on a vécu. Non, ce qu'on a vécu, c'est quelque chose d'inégalé. On n'a jamais vécu un truc pareil depuis la création de l'État. Mais malgré tout, avec le recul, il faut quand même remettre les choses en proportion. On est un peuple fort, fier, qui a la possibilité de se reprendre en main et de leur faire payer la monnaie de leur pièce, quoi. Je voudrais poser une question par rapport justement à ce sentiment qu'on a un peu partout dans la population. C'est sûr que on doit répondre d'une manière très forte contre ce qui s'est passé et contre le Hamas. Mais est-ce qu'il y a aussi place à un sentiment de Nekama, de revanche? Nekama, ça veut dire vengeance. Vengeance. Nekama, ça veut dire vengeance. Vengeance, exact. Ouais. En général, chez nous, dans la Torah, la Nekama, l'Otikom et l'Otitor, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu. En général, c'est El Nekamot Hashem, c'est Dieu qui est responsable de ça. Quand quelqu'un est mort justement de manière violente, on dit Hashem Yimkom Damo. Et toutes ces expressions sont là justement pour nous dire, écoute, le sentiment de vengeance, c'est un sentiment qui est tout à fait humain. Mais la vérité, c'est qu'il n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire, c'est pas la vengeance qui doit nous dicter notre chemin. C'est pas que la vengeance est illégitime, c'est qu'en général, quand on l'applique, ça résout pas le problème réellement. Ce qui résout le problème, c'est de faire parler la tête. Et la tête, c'est qu'il faut leur donner une leçon terrible. Donc peut-être que dans la pratique, ce qu'on va faire maintenant, c'est comme si on le faisait par vengeance, mais il faut savoir pourquoi on le fait. On va faire la même chose, c'est-à-dire on va vraiment les mettre à genoux, et etc., etc. Mais c'est pas le sentiment de vengeance qui doit nous animer, à mon avis. C'est le sentiment de justice, c'est le sentiment que Dam Yehudi et Noefker, qu'on peut pas laisser le sang juif couler à flot sans réagir. Et ça n'a rien à voir avec la vengeance. C'est quoi la vengeance? La vengeance, ça veut dire je veux lui faire mal parce qu'il m'a fait mal. Je veux pas lui faire mal parce qu'il m'a fait mal. Je veux lui faire mal parce que sinon il comprendra pas qu'on s'attaque pas à nous. Et c'est une nuance, mais c'est une nuance qui est importante, qui fait à mon avis la différence. Ceci dit, dans la pratique, alors je suis complètement d'accord avec ce que j'entends à droite à gauche. C'est-à-dire, en effet, il faut que cette fois-ci, ça soit... Il faut pas... Et surtout parce qu'on a des otages là-bas. C'est-à-dire que... Ouais. Parce que j'aurais... Si je peux me permettre, je suis pas un grand stratège militaire, et évidemment, on me demande jamais mon avis, d'ailleurs, donc de toute façon, même si je l'avais été, ça n'aurait pas changé grand-chose. Non, mais je veux dire, on parle du problème des otages, qui est un problème énorme, et qui est censé, normalement, nous ligoter les mains, etc., etc. Je pense qu'il y a en effet une énorme difficulté à aller rechercher les gens. C'est pas comme un NTB, on savait exactement où ils étaient, et donc on fait une opération de commando et on les sort, et puis voilà. Tout le monde comprend bien que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, je pense que justement, puisqu'on parle de vengeance, je pense qu'il y a quand même peut-être une possibilité de le faire. C'est de faire dire au Hamas, par les gens qui sont en contact avec eux, que Israël a changé complètement sa manière de voir les choses, qu'on fait plus une guerre avec les principes qu'on faisait d'habitude, qui étaient non seulement les principes les lois de la guerre habituelles, mais comme tout le monde le sait, l'armée d'Israël était une armée qui se disait plus morale que tout le monde, ce qui était vrai. Donc, elle prenait les pincettes, on prévient les gens avant etc. Cette fois-ci, on fait les choses de manière très dure, exactement comme eux, de la même façon qu'ils n'étaient pas humains, on ne sera pas humain non plus. Et s'ils veulent qu'on reprenne une attitude qui est un peu plus correcte, tout en faisant la guerre, la première chose qu'ils doivent faire, c'est... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire non seulement leur fermer l'électricité, j'ai vu qu'il y avait encore des générateurs, etc. De temps en temps, tu vois comme ça la nuit, tu vois des trucs qui sont allumés. Il faut péter les générateurs. Il ne faut pas qu'ils voient rien du tout, il ne faut pas qu'ils aient d'eau, et s'ils meurent à cause de ça, qu'ils meurent à cause de ça, il faut être très violent, à mon avis, très violent. Pour pouvoir récupérer les otages. Et s'ils veulent qu'on change l'attitude et qu'on fasse une guerre qui soit une guerre un peu plus, on va dire, rationnelle, dans la mesure où on peut parler comme ça, eh bien, à ce moment-là, il faut que eux montrent qu'au moins, je pense pas qu'il y ait une autre possibilité. Je pense pas. De toute façon, on n'est pas. Oui, on n'est pas stratégique, on n'est pas pour faire de la stratégie militaire. Ça, c'est sûr. Alors, par contre, moi, j'ai une question par rapport à ta fonction de rabbin. Ça ne t'a pas échappé qu'à Simchat Torah, lorsque, les alertes ont retenti, qu'on a vu partir les hommes de la synagogue pour aller se battre. Ouais. On était en train de lire la Haftara où Yeshua rentrait en Israël. Ouais. Et c'est assez saisissant parce qu'il allait faire aussi la guerre. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de correspondance. Enfin, je ne sais pas si on peut expliquer ça comme ça, mais ça faisait bizarre, quoi.
Les coïncidences de ce style sont nombreuses, c'est-à-dire qu'en général, lorsqu'il se passe quelque chose, on appelle ça la parashat Hashavua, la parashat de la semaine, et souvent on a l'impression que l'expression est à prendre dans tous les sens du terme. Que la paracha qu'on lit, soit dans la Torah elle-même, soit dans l'Haftarah, rappelle de manière assez impressionnante finalement ce dont on parle et ce qui nous arrive. Et en fait, tu as raison également, c'est-à-dire il y a ici à la fois on parle de la Géoula et à la fois on parle d'une Géoula qui se fait avec des difficultés, sans doute parce que lorsque la délivrance se met en marche, il y a tellement de gens qui n'ont pas tellement envie de la voir venir pour toutes sortes de raisons. Donc les obstacles sont importants. On voit ça à chaque fois d'ailleurs que le peuple juif est rentré sur sa terre. Chaque fois, il y a eu une résistance énorme de la part de ceux qui étaient pas d'accord et que ça dérangeait énormément et au niveau théologique, et au niveau idéologique, et au niveau de l'antisémitisme. Et donc ça nous met à l'épreuve. C'est-à-dire il faut qu'on soit capable de comprendre que, ok, très bien, mais l'enjeu en veut la chandelle et que finalement, si c'est par des épreuves qu'il faut arriver à comprendre quelle est notre fonction dans ce monde, et quelle est la raison pour laquelle nous avons été choisis pour apporter quelque chose à l'humanité, si on comprend pas tout seul, des fois il faut qu'on soit dans des situations extrêmes pour qu'on arrive à comprendre, et ok, on prend ça comme une leçon et on essaie de s'y montrer digne et fier, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire aux familles qui nous regardent, aux gens qui nous écoutent, qui sont un peu sonnés, angoissés, qui ont peur? D'abord, je pense donner un peu de morale. Alors, je ne sais pas si tu fais allusion à ceux qui nous écoutent en dehors d'Israël ou à ceux qui nous écoutent en Israël. Aussi, les deux, parce que tout le monde est angoissé, mais j'ai l'impression qu'en dehors d'Israël, ils sont encore plus angoissés. C'est bien possible, parce que je suppose que là-bas, on montre à la télé que les choses dramatiques et terribles, et donc on a un petit peu l'impression que le pays est à feu et à sang. On habite à Jérusalem, on sait que c'est pas le cas. Mm-hmm. Les gens sont sombres. Les gens comprennent la difficulté et la douleur de la situation, mais les gens n'arrêtent pas de vivre et le pays n'est pas à feu et à sang. Il y a des endroits, heureusement, 90% du pays sont des endroits où on n'est pas planqué, on n'est pas derrière les maisons, etc. Et c'est important de le dire parce que les gens pensent que c'est comme ça en fait. Et je crois que la meilleure manière de pouvoir surmonter cette peur et cette angoisse, c'est d'être actif, c'est de montrer qu'on n'a pas les mains liées, on n'est pas devant une situation où on n'a pas de solution. C'est ça qu'il faut comprendre. On est chacun d'entre nous. Alors nos enfants qui sont au front, ils sont au front, et c'est comme ça qu'ils aident et qu'ils réagissent. Et ceux qui sont pas, ils doivent tout faire pour aider ceux qui y sont. C'est-à-dire que si tu es en France et que t'es jeune, donc tu as 18 ans, 19 ans, et que tu sais que des juifs comme toi du même âge sont au front, prends le premier avion possible, viens et mets la main à la pâte et essaye d'aider comme tu disais, les familles qui sont seules et qui quelquefois peuvent même pas, parce que la femme est toute seule à la maison, elle peut même pas sortir faire les courses pour elle, lui amener à manger, trier les vêtements pour les chayalim, pour les gens qui sont réfugiés et qui ont quitté les zones sinistrées, etc. Il y a de quoi faire, et d'abord c'est une thérapie, c'est-à-dire quand on est angoissé et qu'on ne fait rien parce qu'on est cloué aux informations devant son écran et qu'on n'arrête pas de bouger, etc., eh bien, la déprime entraîne la déprime. Et la seule manière de s'en sortir, finalement, c'est de se dire, on peut être utile, on va faire quelque chose. Alors, quand on est en Israël, j'ai pas besoin de donner des exemples de ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait, chacun à son niveau, que tu sois au front, que tu sois pas au front, tout le monde, à l'arrière, tout le monde sait ce qu'il faut faire pour aider à l'effort général national. Et si t'es en France, si t'es jeune, et si tu peux, prends le premier avion et viens. Il y a toutes sortes il y a un truc de Sarel qui organise dimanche un avion plein de gens qui viennent pour nous aider. Mais vous pensez pas qu'on peut aussi contribuer à l'effort de guerre en étant en France, en faisant tout simplement de la communication, en partageant les informations? Absolument. Et mais moi, ce qui est important pour moi quand même, c'est de dire quelles sont de classer les différentes activités possibles. On peut pas mettre tout sur le même plan. Le plus important, si c'est possible, je dis pas que c'est possible pour tout le monde, je juge personne, etc. Mais ceux qui peuvent, ceux qui sont jeunes, ceux qui peuvent, ceux qui de temps en temps prennent l'avion pour aller passer les vacances en Espagne ou au Portugal, qui prennent l'avion cette fois-ci, les avions Elal continuent à fonctionner et qui viennent nous aider. Premièrement, si on peut pas,
Et encore une fois, je juge personne. Il y a des gens qui peuvent pas, soit parce que ces pays sont pas là, soit parce qu'ils ont plein d'autres, évidemment, activités, obligations et responsabilités là-bas. Alors, en effet, t'as raison, c'est ça qu'il faut faire. Il faut témoigner, il faut raconter, il faut donner un effort, il faut faire un effort de ce qu'on appelle ici la hasbara, c'est-à-dire expliquer la situation. Aujourd'hui, mais pas pour longtemps, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous avons cette écoute de la part de ceux qui sont pas juifs et qui vivent à l'extérieur, en France par exemple, mais ailleurs également en Europe et aux États-Unis. Il faut profiter de ce moment qui va certainement pas durer longtemps. Hein. On sait très bien comment ça se passe. À partir du moment où Israël va riposter, et il sera obligé de riposter de manière dure, on va perdre petit à petit cette sympathie que nous avons dans les médias internationaux. Mais en tout cas, pendant qu'on a cette sympathie, il faut en effet l'exploiter pour en parler le plus possible, pour apporter la parole de ce qui se passe ici en Israël. Et surtout, lorsque le vent va changer et lorsque les gens vont commencer à être un peu plus critiques à l'égard d'Israël, ben c'est là que, en effet, ceux qui sont à l'extérieur doivent être les représentants, les ambassadeurs d'Israël, absolument. Ok, Élie, merci beaucoup. Vraiment. Voilà, je voulais aussi rassurer, j'en profite, c'est un message un petit peu personnel. Tout à fait. Je peux? Oui. Pas de problème, écoutez. Alors, nous, normalement, on avait prévu la rentrée pour les jeunes filles de Khemlat Hadorom, donc la rentrée est prévue pour mardi, donc dans quelques jours. On change pas. On change pas, on repousse pas, on reporte pas, on n'annule surtout pas. La rentrée aura lieu, pas à Khemlat Hadorom parce que c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué là-bas, d'accord. Mais on a trouvé, c'est ça qui est formidable en Israël, c'est cette solidarité. Quand il y a un coup dur comme ça, on fait 2-3 téléphones et on a plein de propositions. Donc moi, le seul problème que j'ai aujourd'hui, c'est laquelle choisir. Donc on a toutes sortes de solutions alternatives pour pouvoir rester à l'extérieur le temps qu'il faudra. Mais donc vous avez trouvé un endroit pour accueillir les jeunes filles, un endroit sécurisé bien sûr pour accueillir les jeunes filles. Et pour que ces jeunes filles-là, comme les autres, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, puissent dans quelques années dire à leurs enfants, à leurs petits-enfants, que lorsqu'Israël avait besoin de moi, j'étais là et j'ai pas levé les bras et je suis pas resté à côté et j'ai pas renforcé ma peur par la peur et je suis venu et j'ai fait quelque chose et j'ai participé à l'effort et c'est comme ça, c'est grâce à cette unité retrouvée, j'espère pour longtemps. On n'a pas eu le temps de parler de ça, mais c'est en fait le grand sujet, en fait. J'espère que cette unité qu'on a retrouvée maintenant, on la gardera encore très longtemps et qu'on a compris la leçon. Merci beaucoup, Rav Élie Kling et Béatrice. Merci à vous, en tout cas. Bonne rentrée pour ces jeunes filles qui vont arriver. Bézrat Hashem. Voilà, et puis on se reparlera prochainement. J'espère que tous les mots d'Élie Kling vous ont fait chaud au cœur et que ça vous donne un petit boost ce matin pour continuer d'aller de l'avant. À très bientôt, Élie.